Alors, éditorial de qualité supérieure, l'un des aspects les plus dangereux de la science est d'imaginer que parce qu'on est devenu très savant dans un domaine, très compétent à résoudre une sorte de problème, alors on a une relation particulière, privilégiée avec le réel. On a levé le voile sur les coulisses de l'univers, tandis que les autres, on sont un peu incultes et pleins d'illusions. Notre civilisation ne va pas vivre de beaux lendemains si elle ne forme pas aujourd'hui de nouvelles générations d'hommes et de femmes capables de résoudre les problèmes qui déjà sont présents. C'est le rôle des ingénieurs. Trouver une solution technique, concevoir de nouveaux moyens d'éviter les problèmes ou de les confronter. Mais il nous faudrait aussi être capable de questionner le cadre dans lequel ces questions sont formulées et les facteurs qui aboutissent à devoir se confronter aux problèmes. Autour des questions techniques se jouent des enjeux culturels, sociaux, politiques, etc., qui pilotent la recherche et effacent de l'horizon des possibles tout ce que nous ne savons pas mettre en mots et débattre collectivement. Le constat n'a pas échappé à l'École nationale d'ingénieurs de Brest, l'ENIB, qui propose un cours de sciences humaines pour l'ingénieur, lequel est assuré par notre invité ce soir, Delphine Toquet, avec qui nous allons discuter de son travail tout au long du cursus de ses élèves ingénieurs. Mais je crois que ça a planté, donc je vais quand même faire la transition. Allô, Delphine. Tu m'entends? Moi, je vous entends. On, Je ne on sais pas si tu t'entend, m'entends, mais toi. l'image est figée, donc je vais couper ta caméra. Enfin, si tu peux couper ta caméra et la rallumer, s'il te plaît. Tu as un petit bouton, caméra à gauche. Merci beaucoup. On retente. Si ça plante, C'est c'est mieux? pas grave. En tout cas, tu es avec nous. Comment ça va? Ça va très bien. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Je suis très, très contente. Merci d'être avec nous. Alors, est-ce que tu peux nous parler de nous, ta formation, ton parcours? Voilà. Oui, je voulais juste rectifier. Je ne suis pas toute seule dans l'enseignement de sciences humaines. On est une équipe. D'accord. On est au moins trois. On est au moins trois. Alors moi, je m'appelle donc Delphine Toquet, j'enseigne depuis pas mal de temps à l'ENIB. J'ai une formation qui n'a rien à voir avec le domaine des sciences, enfin à l'origine. J'étais en littérature au départ, j'ai un DEA en littérature et plus particulièrement sur la poésie du 19e et 20e siècle. Ok. Après, j'ai passé des concours, j'ai enseigné en tant que prof en collège, en lycée. Puis après, j'ai travaillé, j'ai fait un remplacement attends, je ferme juste ça parce que je vois juste. Hop. Mhm. J'ai fait un remplacement dans une école d'ingénieur et puis après, j'ai eu le poste. Et c'est suite à cette première rencontre avec les étudiants ingénieurs que j'ai travaillé, que j'ai repris mes études parce que je me posais beaucoup de questions sur ma légitimité parce que j'avais pas de doctorat, parce Ah oui. que j'étais une femme dans un milieu essentiellement masculin. Je me posais des questions aussi parce que j'étais chargée d'un cours qui s'appelait Technique d'expression et de communication. Et c'était le cours qui avait pas mauvaise réputation, mais un peu quand même par rapport aux matières plus techniques comme l'informatique, l'électronique et la Ça mécatronique. paraissait plus accessoire aux étudiants, peut-être. Voilà, exactement. Et donc, j'étais vraiment pas à l'aise au départ. Et puis, technique d'expression et de communication, c'était quand même assez loin de la littérature. Et j'ai été un petit peu traversée par ces questions de légitimité et puis par la représentation qu'ils pouvaient avoir de la littérature et de la poésie. Mais je leur faisais pas de la poésie, hein, bien sûr, mais Mhm. j'ai essayé les cours sur la théorie de la communication. Mais donc, bref, ce que je voulais dire, c'est qu'il y avait un décalage entre leur représentation de ce qu'était la science, ce que moi je pensais être la science, de eux ce qu'ils pensaient être la littérature. Bref, on s'entendait pas trop. Et j'ai donc repris mes études pour essayer de clarifier un petit peu tout ça et puis aussi poser des questions sur ma légitimité. Et j'ai commencé un master 2 en histoire et philosophie des sciences que j'ai terminé. Et après, j'ai poursuivi sur un doctorat en épistémologie sur Francis Bacon. J'ai pas terminé, j'ai passé 5 ans, mais j'ai pas terminé. Et à côté de ça, j'ai multiplié des formations en éthique et intégrité scientifique. C'est beaucoup Voilà. de Et choses. depuis donc 10 ans, j'enseigne pour les étudiants ingénieurs, mais aussi pour des data scientists et pour des médecins. D'accord. Voilà, à Donc, la fac de médecine. quasiment docteur, quand même. Ça va rassurer le chat. Non, 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 il reste un bon gros chapitre. Oui, mais bon, ça, Non, ça, il ça- ça reste. va venir. Alors, Ouais. au sein de l'ENIB, donc l'École nationale d'ingénieurs de Brest, si je ne me trompe pas, ta mission, tu as déjà répondu un peu, mais ta mission, c'est quoi?
Pourquoi Euh, ce cours est important et pourquoi on t'embauche pour donner ces cours-là à ces élèves-là? alors en fait, c'est ce que je t'ai dit, c'est que j'ai pas été embauchée pour ça. J'ai été embauchée pour Voilà, donc au je départ. crois que c'était en 2013 au départ. C'était des cours de technique d'expression et de communication. Donc je savais pas trop ce qu'on y faisait, donc j'ai regardé un petit peu par rapport aux autres écoles et je voyais qu'il fallait apprendre à faire des exposés, faire des CV, des lettres de motivation, entraîner à l'entretien d'embauche, faire des diapos, enfin bref. Donc, tu as vite fait le tour en fait Oui, de ce contenu-là et très vite j'ai regardé un petit peu si je pouvais aller un petit peu plus loin, donc j'ai regardé les théories de la communication. C'était vraiment passionnant parce qu'il y avait la cybernétique, il y avait plein de choses et je suis tombée sur la synergologie et la programmation neurolinguistique. Là, j'étais pas super convaincue oui. et donc, comme c'est un cours où personne ne regarde ce que tu fais, eh bien, j'en ai profité pour modifier peu à peu le contenu, d'abord en travaillant en histoire des sciences et histoire des techniques. J'ai contacté Henri Brock, qui m'a renvoyé vers Richard Monvoisin et Guillemette Réviron. Richard et Guillemette sont venus à l'école former mes élèves et me former. Euh, et j'ai eu de la chance d'avoir une institution qui portait un peu mon projet, notre projet. J'étais pas toute seule, hein. D'intersemestre, on a une formation un petit peu particulière qui dure un mois, dans laquelle on pouvait mettre en place des choses qui permettaient voilà, de bousculer un petit peu les étudiants. Euh, voilà. Je sais pas si je me suis un peu perdue, non, 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 dans... mais on comprend bien. Donc Richard, enfin Henri, puis Richard, puis Guillemette. Donc voilà, t'es pas toute seule dans ton coin. Et c'est ça qui est important, c'est Non, que les gens qui nous écoutent, il y a beaucoup de profs qui suivent la chaîne. Il y a beaucoup de gens qui font déjà sur le terrain des petites choses. Mais il y a peut-être des gens qui disent, moi, je voudrais vraiment développer plus le côté esprit critique. Tu pourrais en dire un peu le contenu tout à l'heure de ce que tu fais, mais voilà. Et je pense que c'est bien de te donner la parole pour montrer comment tu as fait. Parce que c'est au départ, tu n'étais pas là pour ça, quoi. C'est ça qui est intéressant, c'est que tu as vraiment ouais, construit le contenu. Et je pense qu'en fait, je l'ai dit dans l'intro, ce public-là, il a besoin de ça. C'est des gens qui sont malins, qui sont intelligents, qui vont être bien formés, qui sont compétents. Mais si il leur manque des notions de pensée critique et de sciences humaines qui leur permettent de comprendre que la connaissance est située, qu'il y a d'autres regards, que voilà, qu'il y a un bain culturel autour d'eux et que du coup, ça leur évite d'être dogmatiques, ça va les rendre beaucoup plus performants et peut-être un peu plus humains aussi d'ailleurs. Et en fait, ils n'avaient pas ça. Et on voit bien qu'il y a un déficit de culture de sciences humaines dans ces formations-là. Et ton poste s'appelle Sciences humaines pour l'ingénieur. Donc le lien entre la pensée critique et les sciences humaines, qui parfois n'est pas évident parce qu'en zététique, on est plutôt des gens qui viennent des sciences dures, sociologiquement, c'est important aussi de le rappeler. Je trouve que c'est ça aussi que tu Alors, pas tout le monde, mais beaucoup de gens, Blaise vient des sciences humaines également. Mais voilà, et donc la place des sciences humaines dans le monde de la zététique au sens large, elle est évidente, sauf qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de gens qui l'endossent. Voilà, je ferme ma parenthèse. Et donc, toi, tu as construit ce cours en prenant contact avec les gens de la sphère zététique. Et alors, comment ça s'est passé? L'idée, c'était donc d'interroger le rapport entre... d'abord, c'était d'interroger la science. C'est quoi la science? Quelle est la représentation que l'on a de la science? La représentation des élèves n'était pas du tout la même que la mienne. Donc, clairement, on avait un conflit de récits. Le fait de revenir à l'histoire des sciences et interroger la validité d'un énoncé, qu'est-ce qui fait la validité et la force d'un énoncé? Toutes ces recherches-là m'ont amené vers Henri Brock, entre autres, et j'ai pu contacter Guillemette et Richard. En fait, l'idée, c'était de d'inviter à déconstruire un petit peu le récit sur la science. C'était de développer une certaine humilité intellectuelle. C'était aussi utiliser la pensée critique pour permettre aux étudiants
de se poser les bonnes questions et de pouvoir trancher. C'est vraiment ça, c'est utiliser la pensée critique au service de l'éthique, finalement, qui est comment agir au mieux, comment choisir, comment savoir ce qui vaut, qu'est-ce qui vaut, en fait, qu'est-ce qui compte. Et voilà, et donc l'idée, c'était de progressivement interroger d'abord ce qui relevait de la science, des pseudosciences. Donc là, on a un cours en première année qui ressemble beaucoup à ce que fait le Cortex et surtout Richard, mais qui permet de développer une certaine humilité intellectuelle. Et puis progressivement, on donne des outils qui vont permettre d'aider les étudiants à interroger les questions environnementales et sociétales, et en dernière année, d'interroger les choix technologiques à l'aune des implications environnementales et sociétales. Et donc, c'est des étudiants qui ont quel âge à quel âge que toi tu interviens sur les 5 ans de formation? Oui, mais on est trois, au moins trois. On est deux enseignants, Jocelyn et moi, en première et cinquième année. Et puis, on fait appel aussi à beaucoup d'autres personnes à l'extérieur, notamment en pensée critique. Il y a un truc qui est très important, c'est la multiplication des points de vue, apprendre à changer de point de vue, l'altérité, être abîmé, en fait, faire un pas de côté, accepter de faire un pas de côté. Et nous, dans notre formation, on permet ça, en fait. Les étudiants, tu disais tout à l'heure, ils n'ont pas ça. Si, ils pourraient l'avoir, mais c'est pas dans la formation. Ils ont autre chose. Et là, c'est de permettre aux étudiants d'être abîmés, d'être altérés, et on le fait avec des intervenants extérieurs. Attention, il ne faut pas abîmer les étudiants, Madame Toquet. Si, un petit peu, faire un petit pas de côté, tu vois. Après, ce sera trop tard, hein. Si tu n'as pas appris dans ce cursus. Donc, il y a d'autres personnes qui interviennent. Et je dis, on est trois. Il y a Jocelyn, il y a Sébastien également, mon collègue avec qui on travaille dans les intersemestres. Et puis, plein d'autres acteurs qui viennent du tissu brestois, puisqu'on est à Brest. Des ouvriers à la retraite qui sont bénévoles et qui viennent parler de syndicalisme aux étudiants. Mais en fait, les étudiants se déplacent, vont travailler avec eux, font de la médiation scientifique avec les petits débrouillards. On cherche vraiment à les sortir du cadre. Voilà. Oui. Alors, il y a d'autres écoles d'ingénieurs qui proposent les mêmes types de cours. Alors, du coup, le cours de départ, c'était technique, expression, c'est une chose. Le cours que c'est devenu, il me semble que maintenant, ça s'appelle cours de sciences humaines pour l'ingénieur. C'est ça? Oui, c'est ça. Et ce cours-là, c'est une création de Brest ou ça existe ailleurs, partout? Et si ça existe, est-ce que tu es en contact avec les collègues? Alors, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Toutes les écoles d'ingénieurs, depuis le début, dès les premières écoles d'ingénieurs, il y a des humanités. On appelle ça des humanités, techniques d'expression de communication, sciences humaines. Et toutes les écoles ont ce volet-là. Mais à l'intérieur, eh bien, on peut mettre un peu ce que l'on veut. Il y a des écoles qui seront plus dans du développement personnel pour accompagner à la rédaction, à la réalisation du projet professionnel, plus de coaching, ça vient des États-Unis. Oui. Et puis d'autres écoles qui seront plutôt vers la constitution d'une culture commune avec des cours de philosophie, d'épistémologie. Je pense à l'UTC par exemple, l'école de Compiègne, ou même Polytechnique, où on est plutôt dans ce modèle-là. Il s'agit de créer un corps d'ingénieurs où la culture permettra aussi de se reconnaître. Et puis, il y a des écoles qui sont plus utilitaristes, gestion de projet, CV, etc. Enfin, CV, management. Et chaque école va choisir. Nous, on a choisi de mélanger un petit peu tout ça et de donner l'occasion aux étudiants de réfléchir et d'être, ce que j'ai déjà dit, hein, d'être un petit peu abîmé. Et ça, c'est pour tous les étudiants. Dans les autres écoles, on va choisir. Et je sais qu'il y a des modules de pensée critique dans certaines écoles, notamment à l'INSA. Il y a des cours qui sont... Mais c'est des modules, voilà, c'est peut-être des 3 heures, peut-être 20 heures. Ouais. Mais nous, c'est sur 5 ans. Alors, l'INSA, c'est quoi? Je crois que c'est l'INSA. INSA de Lyon. C'est une école d'ingénieurs. D'accord. Et je crois que même à les ingénieurs adorent les acronymes, mais alors nous, on est perdus. Hein. Ouais.
Même à Grenoble, il y a des choses qui sont faites, hein. Il y a des interventions. J'ai déjà vu passer des collègues qui donnaient des modules, enfin, qui font des formules, des formations auprès des ingénieurs. Richard et Guillemette Reviron venaient dans l'école pour une formation d'une semaine. Et après, c'est ce qui a permis de développer, d'aller un petit peu plus loin. Alors, dans la formation, tu as un peu évoqué, hein, tu as parlé de PNL et de synergologie. Est-ce qu'il y a du bullshit dans la formation de nos futurs ingénieurs? Pardon, je suis un peu franc là, Je sais pas. prends des précautions. Si tu es en danger, tape 3 fois si tu ne peux pas nous répondre. Parce que. Mais voilà. Mais est-ce qu'il y a. En gros, s'il y a du coaching et du développement personnel, je m'attends à ce qu'il y ait du gros bullshit parce que il y en a tellement dedans que ce serait quand même un coup de bol d'en avoir que les intervenants qui sont nickel chrome, quoi. Je parlerai pas des écoles que je ne connais pas. Donc, je dirais juste que moi, en tant qu'enseignante et responsable du contenu de la formation, je suis régulièrement contactée par des entreprises qui viennent proposer des formations aux étudiants pour leur développement personnel. Et là, dernièrement, on m'a proposé une formation à l'énéagramme. Voilà, pour aider les étudiants. Donc, moi, ce qui m'alerte, c'est qu'il y a plein de... C'est partout, je pense, il y a des propositions de formation qui sont très limites. Et si on n'est pas vigilant et si on ne connaît pas, on peut vite ouvrir la porte à des contenus de formation qui ne sont pas valides. Or, l'université a pour mission de transmettre des contenus qui sont validés scientifiquement. Donc, ça pose problème. D'accord. Mais bah, donc, en gros, vas-y. Non, vas-y, je t'en prie. Non, mais, donc, il y a présence de choses comme ça, mais les universités elles-mêmes, j'en sais quelque chose, hein, même si ça se passe très bien maintenant à Nancy, il y a des cours qui sont très discutables. Est-ce que la présence de quelqu'un qui a vocation à stimuler l'esprit critique, est-ce que ça t'est déjà arrivé de dire à tes collègues, attention, là, il y a telle formation, telle thématique, ça n'est pas valide scientifiquement, voilà des sources. Est-ce que c'est quelque chose qui t'est arrivé de faire ou alors tu t'es retenu parce que c'est compliqué des fois, mais est-ce que c'est quelque chose qui devrait être fait? Alors, c'est même mieux que ça, c'est que c'est une petite victoire, hein. Il y a des défaites aussi, mais j'en parlerai peut-être tout à l'heure. Mais voilà, une belle victoire, en tout cas, c'est suite à mes premiers cours de pensée critique avec mon collègue. Arrivé en 4e année, les étudiants avaient la possibilité de suivre des modules qui étaient délivrés dans notre école par d'autres acteurs. Et moi, je ne supervisais pas le contenu de la formation de la 4e année à cette époque-là. Mais mes étudiants avaient suivi la formation à la pensée critique et sont précipités à 2 ou 3 dans notre bureau pour nous dire que ça n'allait pas du tout, puisque le contenu de la formation, c'était de la programmation neurolinguistique et de l'énéagramme, et qu'il fallait absolument faire quelque chose. Donc là, c'est eux qui ont alerté. C'est parfait. Ouais, donc là, c'était eux qui avaient... Les étudiants qui sont initiés deviennent... Mais ça, c'est bien parce que les écoles ont tout à perdre et à gagner à ça. C'est-à-dire que quand leurs étudiants seront assez forts pour repérer les problèmes et dire là, ça va pas, et les écoles qui vont fermer les boutiques, et d'autres qui vont pouvoir faire le tri entre les bons et les mauvais contenus. Et je pense que j'avais même pas pensé à ça, mais en fait, c'est ça. Ça, c'est un signe de réussite totale. C'est-à-dire que les élèves eux-mêmes sont capables de dire là, il y a un problème, et de prendre sur eux, de dire on réagit, quoi. Oui. Alors, pas tout le temps, hein. Voilà, il y a des défaites aussi à côté, hein. Je crois que je t'en avais déjà parlé, hein. C'est quand on travaille sur l'état de l'art, sur la question des sources, sur la question de la validité, etc.
Au début, moi, je me suis complètement plantée, peut-être parce que j'étais un peu arrogante sur la question des sources. Mais résultat, après, les étudiants utilisaient peut-être leurs pensées critiques et leurs doutes dans des endroits où c'était pas nécessaire. Je me souviens d'un cours, d'une formation sur, parce qu'on fait beaucoup de formations sur les violences sexistes et sexuelles, sur les discriminations. On fait pas mal de choses avec Sébastien. Et lors d'un cours avec le planning familial de Brest, les étudiants ont contesté les chiffres voilà, des violences en demandant aux intervenants quelles étaient leurs sources. Bon. Dans l'absolu, on ne peut pas leur en vouloir, mais peut-être que... Oui, mais bon, là, sur le coup, c'était... On peut peut-être revoir comment on s'y prend pour... Oui, peut-être que ça... Mais bon, si on était tous habitués à ça, ça serait pas choquant. Mais peut-être qu'en effet, les personnes qui viennent exposer leur truc ont un parterre de jeunes étudiants qui leur balancent et vos sources, si eux-mêmes ne sont pas habitués, je pense que ça peut faire une ambiance un peu bizarre, j'avoue. Mais dans l'absolu, moi, ça me choque pas. Ça me choque pas. Si c'est pas fait de manière à discréditer, si c'est vraiment de la vraie curiosité pour être sûr, moi je trouve que c'est plutôt bien. Enfin, et bon, moi je suis un peu un alien Vlad. Est-ce qu'il y a des remarques du chat ou toi-même as-tu des questions? Non, il n'y a pas spécialement de remarques dans le chat. Alors, en termes de contenu... Juste quelques remarques sur le fait que notre son à nous est un peu faible comparément à... D'accord, donc je monte un peu mon micro. Je peux diminuer le mien. Non, mais ça, je monte un peu le mien. Est-ce que c'est mieux? Vous me direz, dites à Vlad si c'est mieux dans le chat. Dites-le moi. Donc, en termes de contenu, parce que voilà, on a fait le tour de l'idée et c'est important. Est-ce que tu peux nous dire quels exemples tu prends? Est-ce qu'il y a des choses qui sont différentes entre un première année et un cinquième année? J'imagine que oui. Voilà. Et surtout, je crois que tu m'avais dit, c'est une sorte de blague, mais que tu prends des petits scientistes et que tu en fais des gens des chercheurs des scientifiques qui pensent un peu mieux et moins avec moins d'illusions sur ce que c'est que la science. Voilà. Comment c'est construit sur les différentes années? Est-ce qu'il y a des grands chapitres? Oui. Quand les étudiants arrivent en première année, on travaille sur... donc, ils sortent du baccalauréat. Ils ont eu des cours de philosophie en général sur la science et sur les techniques, donc ça c'est vraiment bien. Mais ils arrivent quand même avec une représentation de la vérité, donc un énoncé scientifique extrêmement dogmatique. Et en travaillant en histoire des sciences sur les erreurs scientifiques et les impostures scientifiques, ça permet de casser un petit peu ce récit et de l'interroger. Et donc le premier semestre porte sur la prudence, la nécessité de la prudence spéculative. Alors, ça s'appelle comme ça, c'est un peu pédant, mais c'est en référence à Francis Bacon. Il faut bien qu'il serve un petit peu. Et donc, en référence à Bacon, donc j'appelle ça la prudence spéculative, et c'est de montrer comme il y a plein d'erreurs et comme on peut se tromper sur beaucoup de choses, eh bien, on a besoin d'une méthode, et cette méthode, c'est la démarche scientifique. Et donc, au deuxième semestre, les étudiants appliquent cette démarche, donc qui est une démarche collégiale, que vous connaissez. Je vais pas rentrer dans les détails de ce que tout le monde sait, mais là, l'idée, c'est de l'appliquer sur des sujets de sciences humaines. On n'est jamais trop ça, c'est pas grave. Hein. Apprendre à faire un état de l'art, poser une hypothèse, trier des hypothèses avec des outils, justifier l'exclusion des hypothèses, mettre en place un protocole, et conclure avec humilité. Ça, c'est très important. Et puis après, il y a la rédaction d'un article scientifique et puis une révision quand j'ai le temps. Là, notre programme change un peu, donc on a moins de temps, mais les étudiants font une révision par les pairs. Donc, c'est exactement comme pour un article scientifique. Et donc, c'est pas évident. Le résultat n'est pas toujours... il y a des super résultats, mais c'est un apprentissage. Et moi, mon objectif, c'est qu'ils apprennent la rigueur de la démarche scientifique et à quel point c'est extrêmement exigeant. Et quand on dit de quelque chose qu'il a été revu, par exemple, et qu'ils comprennent bien ce que ça veut dire quand on parle d'un article valide et d'un consensus scientifique. Et donc, il y a des étudiants... Alors,
c'est un peu le même principe hein, que les enquêtes sceptiques que proposait Baillargeon ou le Cortex ou Richard Monvoisin. Là, mais c'est plus ancré en Bretagne, par exemple. Il y a des vaches qui disparaissent, des vaches qui sont mortes, 200 vaches pour un pauvre paysan. Donc, on a fait une enquête sur la disparition des vaches. Et c'était super. Que les aliens sont impliqués. Parce qu'il y a plein d'hypothèses. Non, mais des hypothèses sur des ondes, des perturbations cosmotelluriques. Donc, c'est un super exercice pour les étudiants parce que c'est vraiment ancré sur le territoire. Les étudiants qui partent dans les châteaux hantés, enfin bon, des choses que l'on a déjà vues par ailleurs, mais ça permet en tout cas de s'approprier la démarche. Alors, ça, c'est en première année. Oui. On t'écoute. Et après, je ne vais pas tout raconter, mais après, en troisième année, on va utiliser les mêmes outils que l'on a vus, mais appliqués aux enjeux environnementaux et sociétaux. Donc, faire un état de l'art, retrouver les bonnes informations, parce qu'on voit bien que les informations, que ce soit sur le nucléaire, que ce soit sur l'aviation, que ce soit sur le climat ou la biodiversité, les chiffres peuvent varier d'une source à l'autre. Alors, qu'est-ce qui est compté, qu'est-ce qui n'est pas compté, comment est-ce qu'on exclut. Donc, encore une fois, faire un état de l'art pour pouvoir questionner les solutions. Puis là, il y a plein de courants aussi en écologie politique que l'on peut interroger, que l'on peut discuter. Voilà, là, les étudiants travaillent sur l'aviation. Comment est-ce que on utilise la pensée multifactorielle, les travaux de Florent Martin notamment. Voilà, comment est-ce qu'on éclate, comment est-ce qu'on cherche des alternatives, comment est-ce qu'on tranche. Comment est-ce qu'on se positionne? En fait, la pensée critique, elle sert pas simplement dans le domaine comment s'appelle, des théories du complot, de la fraude, etc. Elle permet aussi d'évaluer les énoncés. Oui. Et donc d'être. Est-ce qu'il y a des sujets un peu sensibles sur les religions, les croyances, etc. C'est des choses que tu évites Ouais. ou... Comment ça se passe? Alors, j'ai été très maladroite sur certains sujets. Et donc, maintenant, quand je parle de ces sujets-là, de la religion, je fais très, très attention. Parce que oui, il y a de la sensibilité, mais pas simplement sur la religion. J'ai, oui, des étudiants voilà, qui sont plutôt créationnistes, donc pas beaucoup, hein, mais j'en ai quelques-uns. Donc il faut bien connaître son sujet pour pouvoir échanger. Donc je suis viens très d'avoir un vigilante. ulcère à l'instant, Mais mais j'en ça va parle. aller. Hein? Le Oui, créationnisme mais il y en a pas. me cause des aigreurs, j'avoue, mais bon, ça c'est perso. Mais je ne m'interdis pas de. Voilà, les sujets viennent Bien de sûr. toute façon, il faut D'accord. les traiter. Mais voilà, c'est un âge mais où ça peut être on compliqué. essaye de les mettre à distance. Ouais, la dynamique dans la classe, ça peut être compliqué si ça jette un froid et que l'ambiance est pourrie et qu'après on peut plus travailler, c'est quand même un peu compliqué. Et donc, quand ils arrivent Voilà, on n'arrive pas jusque-là. en dernière année, comment ça se finit ce cours? Alors, en dernière année, on va déjà en troisième année, on déconstruit les récits. C'est quoi le développement? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Donc, on interroge les récits, le récit du progrès, le récit du solutionnisme technologique, et on va poursuivre ces interrogations en dernière année. Les étudiants sont invités à utiliser la pensée critique pour évaluer des solutions technologiques. Donc là, par exemple, on pourrait faire ça sur ChatGPT. Là, j'ai pas eu encore leur sur sujet, les bassines, donc par je les exemple. connais pas. Oui, ça, on le traite en troisième année plutôt, sur la question de la distinction entre les discours qui relèvent des connaissances épistémiques et ceux qui n'en relèvent pas. Parce que tu l'as dit tout à l'heure, je t'écoutais, tu disais oui, c'est un sujet compliqué. C'est un sujet compliqué quand on mêle tous les niveaux, niveau scientifique, niveau politique, et donc on apprend ça en troisième année, on essaye en tout cas de distinguer les différents niveaux de registre pour pouvoir échanger posément. Bon, soit on discute politique,
où on discute de données scientifiques. Et on poursuit ça en dernière année, mais ça va beaucoup plus loin parce que là, il y a des indicateurs techniques sur je sais pas, les analyses de cycle de vie, de bilan carbone. On va prendre plein d'indicateurs et puis on va faire des états de l'art sur un sujet technologique et puis on va exclure un certain nombre voilà, d'éléments. Et en fait, la pensée critique intervient au niveau des recommandations. D'accord. Et tout ça, c'est pour l'éthique. C'est au service du Ouais. qu'est-ce qui vaut. C'est important, ça, Est-ce que l'éthique, ça vaut le coup de faire un. d'un bout à l'autre, d'accord. Ouais. Alors, Ouais. Est-ce que ça vaut le coup de faire un trou dans la terre pour avoir une voiture qui se gare toute seule? Voilà, c'est une question éthique et là, on peut trancher. alors du coup, j'ai 2 questions pour finir, sauf si Vlad en fait remonter également. D'abord, c'est quoi le retour des étudiants, des élèves? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des... Bon, on a évoqué les sujets sensibles, peut-être que c'est compliqué, mais peut-être qu'ils sont très, très, très contents, peut-être qu'ils sont étonnés. Qu'est-ce que tu as comme retour marquant? Alors, j'ai des étudiants qui... Alors, il y a un biais d'attrition, sans doute. Hein, Ah oui. les étudiants qui sont contents, ils viennent me voir. Et je les ai interrogés. Hein, je leur ai dit hein, qu'il y avait cette interview, mais tous les ans, à la fin de l'année, enfin, à la fin du semestre, j'attends beaucoup de leur retour et je leur dois beaucoup parce que l'essentiel des modifications du cours, c'est grâce à eux. C'est eux qui, Donc là, ils nous regardent, en par fait. leur retour, en fait, j'espère qu'il y en On a a plein de quelques-uns. débits ingénieurs devant leur écran. On les salue. Qu'est-ce que je suis arrogant et Et pénible, débits ingénieurs. Ça je se les fait pas, salue ça. aussi, si ils sont là, Reprends-moi. en tout cas. Pardon. Leur retour, en tout cas, c'est qu'ils sont bousculés. C'est très difficile en première année parce qu'il y a un moment donné où finalement, on peut plus s'asseoir sur rien. Donc, il Ouais. y a un C'est un doute peu désemparant. général et là, c'est un peu flippant. Là, c'est vraiment flippant pour les premières années. Mais le retour général, c'est ils ont conscience, en tout cas, de la richesse de leur formation par les intersemestres et par les sciences humaines. Pendant longtemps, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais pendant longtemps, je sais que l'école était choisie par les étudiants pour les sciences humaines et sociales. Donc, Ah ouais. pour la dimension, ton cours devient ça revenait en tout cas. une valeur Non, reconnue. pas le mien, pas Ah. le mien. C'est pas le mien. mais c'est c'est une toi qui es là, donc votre cours de sciences humaines Oui, pour l'ingénieur est devenu oui, une référence. En fait. oui. En tout cas, il est reconnu. En tout cas, c'est quelque chose d'important pour les élèves. Oui, Alors, oui, ça les marque. alors du coup, dernière Et puis question. c'est enthousiasmant. Donc, pardon, si tu veux développer, vas-y, mais sinon, dernière question. Quel conseil tu donnes aux collègues, alors qu'ils soient soit dans une école d'ingé comme la tienne, à l'université, je pense qu'ils ont quand même du réseau, ou dans des structures plus petites, ou des lycées, en collège, ça m'a l'air compliqué, mais pourquoi pas, qui veulent poser des séances, des séquences ou des cours sur ces sujets-là. C'est quoi les conseils principaux que tu peux leur donner? C'est des conseils qui sont. Alors, j'ai réfléchi, mais en fait, les conseils sont les mêmes que dans n'importe quelle discipline. Mais pour enseigner ces sujets-là, qui parfois, tu l'as dit, sont un peu limites. Tu sais pas à qui tu as affaire dans la classe. Tu as des enfants peut-être de géobiologues ou de psychanalystes freudiens, enfin de lithothérapeutes. Et ça m'est déjà arrivé. Donc, il faut être extrêmement, mais c'est valable pour n'importe quel sujet, extrêmement prudent. C'est prendre le temps de s'assurer que le cadre est bien posé. Et j'ai essuyé plein de plâtres et ça, c'est vraiment si je dois donner un conseil à des personnes qui se lancent dans la pensée critique, qui ne l'ont pas fait, c'est vraiment de bien prendre le temps, de poser les bases pour pouvoir avancer. Et accepter que la réflexion soit lente, que ce soit parfois douloureux, qu'on y revienne, que la temporalité, c'est pas comme un cours, c'est pas comme les autres cours, hein. C'est pas en bachotant des exercices de maths qu'on aura plus de points. Enfin, c'est pas tout à fait comme ça. C'est long. Tu sais pas à quel moment tu vas pouvoir réutiliser, à quel moment ça revient. Et ça, il faut l'accepter en tant qu'enseignant. Ouais,
et pas sur tous les sujets. C'est pour ça que commencer sur des trucs un peu surnaturels, c'est bien, mais quand on touche la question écologique, la question du nucléaire avec la pensée critique, Eh oui. bah, oui, forcément, tu te retrouves en dissonance cognitive, ou si on aborde l'aviation, bah, mais d'avoir fait un cours juste avant pour expliquer, pour rappeler ce que c'est que la dissonance cognitive, pour rappeler les difficultés, comment Pour on désamorcer. résout voilà, pour désamorcer. Voilà, voilà, donc de la prudence, et puis accepter que ce soit lent, et puis comme pour tous les sujets, ne pas se lancer sur un sujet qu'on ne maîtrise pas bien. Et en termes de Ça, ressources, c'est- du coup, on a cité le cortex, on a cité les petits débrouillards. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu peux conseiller? Oui, bah, tous les travaux alors pour la question d'humilité intellectuelle, c'est tous les travaux sur le cerveau d'Albert Muckeiber, parce que Oui. là c'est pareil, on n'en a pas parlé, mais les neurosciences cognitives, là, voilà, il faut vraiment travailler ça. La main à la pâte aussi, qui mènent des travaux vraiment chouettes, Mhm. et bien sûr tous les podcasts de méta de choc, et puis bien sûr la tronche en biais, hygiène mentale, qui sont des ressources. Mais il y a beaucoup maintenant, et c'est bien. Voilà, créer un réseau, c'est super. Le travail du Cortex est admirable à ce titre, hein, et tester avec les étudiants en écoutant leurs retours, en modifiant avec eux, c'est toujours source d'inspiration, et c'est enthousiasmant. Un bouquin qui m'avait beaucoup marqué, c'était quand je te disais tout à l'heure, les questions de légitimité, j'étais vraiment pas bien. Quand j'ai commencé à enseigner, c'est le livre je crois que c'est Ramonet, non, c'est pas Ramonet, qui s'appelle Le Maître ignorant. Je ne sais plus le nom de l'auteur, mais ce livre m'avait vraiment marqué, parce que je peux ne pas savoir, mais voilà, je vais travailler avec les étudiants, et c'est Le maître un ouvrage ignorant. qui est stimulant. Le Maître ignorant, ouais. Bah, Une question Et Alors, c'est un on a deux ouvrage dernières questions stimulant du chat, me dit Vled. Pour toi, Delphine. Je pense on peut y répondre assez rapidement. La première, c'est est-ce que de tels cours sont possibles parce que c'est une petite école? Dans des plus grandes structures, est-ce qu'on pourrait imaginer de telles formations? Je réponds? Oui. Oui, je pense, oui. Alors, c'est vrai que c'est une petite école et qu'on a de la chance d'être porté par l'institution. Mais dans les grandes écoles, le levier, c'est quand même toutes les questions environnementales et sociétales qui apparaissent dans les écoles d'ingénieurs comme étant un élément fondamental. Et on peut aborder les questions environnementales et sociétales par la pensée critique. Donc, je pense que c'est faisable. Mais peut-être pas un cours qui s'appelle pensée critique. Le cours, ça peut être voilà, ça irrigue dans d'autres domaines. Bien sûr. Et la deuxième question. Et est-ce qu'elle est au courant de la continuité de ses cours une fois en entreprise? Est-ce qu'il y a des retours? Ah oui. Une fois qu'ils sortent, tous ces petits ingénieurs Alors, dans la vie. quand ils sortent, c'est difficile à dire. Est-ce que le cadre dans lequel ils sont est propice pour qu'ils puissent exercer leur pensée critique ou leur éthique? Est-ce qu'on le leur permet? Mais est-ce que, enfin, moi j'irais plus loin, du coup, puisqu'ils nous regardent, je leur dirais, c'est à eux de s'en emparer. Une fois que ils ont Oui. acquis cette autonomie intellectuelle, en fait, c'est un plus, c'est à eux de montrer que quand ils viennent et qu'ils sont capables de penser un peu hors de la boîte et voilà, et d'être en décalage, comme tu dis, avec un pas de côté, c'est à eux de le valoriser, de dire, moi je viens avec ça, mais c'est pas pour, ça va vous emmerder un peu, mais en fait, vous allez voir que on va poser des vraies questions et que du coup, ça va un peu dépoussiérer les choses. Alors que venir et se couler dans le moule, peut-être que c'est peut-être plus facile et plus corporate, mais je crois qu'à moyen terme, ils ont d'abord pour eux-mêmes pour être épanouis dans leur travail, et, et même en tant que valeur ajoutée, que maintenant les nouveaux ingénieurs qui sont capables d'avoir ces compétences-là, ils vont se démarquer des autres. Ah oui, oui. Après, je sais que je leur demande de travailler en dernière année sur la responsabilité sociétale des entreprises, d'identifier les risques et de proposer des actions correctives, voilà, prendre en compte les vulnérabilités. Donc, dans le cadre de l'école, ils peuvent encore. Après, je ne sais pas si on le leur permet à chaque fois. Ouais.
j'ai des retours, mais je peux pas, tu vois, je vais pas pouvoir généraliser les gens enfin les étudiants qui viennent me voir après, qui me disent ah oui, tu sais, ça m'a marqué. D'ailleurs maintenant je fais ça comme ça, je fais de la low-tech, je fais telle ou telle chose. Je sais que l'ensemble de la formation a porté ses fruits, mais je ne peux pas mesurer ce que ça donne dans les entreprises. Je sais que les entreprises dans les conseils scientifiques reconnaissent à nos étudiants des compétences, des compétences critiques, mais est-ce que tu vois, est-ce que je peux vraiment attribuer Oui. au De toute cours façon, et comment la ça question se... de la mesure de l'efficacité de ces formations-là, on sait très très bien que c'est en cours, parce que c'est très compliqué à mesurer, parce que les effets sont croisés avec d'autres choses. Mais moi, je veux croire, parce que j'ai le droit d'avoir des croyances, que ceux qui pourront mettre ça en avant vont se distinguer des autres, et que ils travailleront mieux en équipe, je pense. Ils comprendront mieux ce que c'est Oui. qu'une pensée un peu différente de la leur, et que de toute façon, ça finira par se voir. Moi, je crois vraiment que ça fait une différence. Mais je peux me tromper, si je me trompe, on me le démontrera. Je pense que moi, j'étais contrariée. Enfin, voilà, il y a eu 1 ou 2 fois où j'étais contrariée concernant la mesure. Comment est-ce qu'on mesure tout ça? Et Richard, mon voisin, m'avait répondu, mais au moins ils ont entendu ce discours-là, ils ont vu, ils ont été altérés, au moins dans leur formation. Après, on verra bien, quoi. On peut verra pas bien, sauver tout le monde, et puis, mais voilà, enfin, non. le monde est comme En il tout est. cas, ils ont les ressources pour pouvoir les utiliser, ils savent où les trouver. D'accord. Euh, Un mot de la fin, Delphine Toquet. Merci. Ça me fait très drôle de parler sur la tranche en biais, puisque c'est une de mes sources. Voilà, Donc, non, en direct de la source, toi, tu es devenu une source ce soir. À titre personnel, je suis très, non, très merci heureux à chaque beaucoup. fois. Merci beaucoup pour... Vlad. À titre personnel, je suis toujours très très heureux quand on invite des personnes qui viennent des sciences humaines. On le fait beaucoup plus souvent que les gens ont tendance à nous l'attribuer. La majorité des invités viennent des sciences humaines, chers amis. C'est ça, et ça me fait toujours plaisir en plus quand c'est dit ouvertement. Bon, puis là en plus des études sur la poésie 19e, 20e, personnellement ça me fait plaisir, c'est aussi un petit peu un de mes sujets de thèse. Donc, quand vous allez vous croiser... Ouais, en fait, j'avais croisé Delphine faudra qu'on discute. À La Rochelle lors des Oui, prospectives de avec l'INE, parce que j'avais dit il faut qu'on ait quelqu'un qui soit des sciences humaines, parce qu'on ne pouvait pas rester qu'entre biologistes, machin, et donc j'avais croisé, et donc je me dis, ah quand même, je l'ai croisé, on a à peine pu parler, il faut que je l'invite. Ah oui. Et j'ai réussi mon coup. Merci beaucoup Delphine d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Et bien bonne continuation. Merci à vous. Nos amitiés aux étudiants. À bientôt. Et puis voilà, bonne nuit.